merci d'avoir bravé Jupiter. Merci d'avoir patienté pour cette conférence. Je suis très heureuse d'animer cet échange avec vous, Dominique. Je m'appelle Séverine Payot, je fais du conseil en résilience. L'autre versant de la robustesse. Et je suis très heureuse de vous accueillir, Dominique. Donc Dominique, le connaissez-vous? Peut-être pas encore. Dominique Bourg est philosophe. Il est professeur honoraire à l'Université de Lausanne et il a de multiples ouvrages à son actif que je vous conseille de lire, notamment en coopération avec plein d'autres auteurs. Je peux juste signaler que j'ai enseigné à l'UTT, donc je devais connaître à l'Université de Technologie 3, Tatiana, et puis de longues années, évidemment en même temps qu'à l'UNIL, à l'EPFL. Donc voilà, je n'ignore pas totalement le monde des ingénieurs, rassurez-vous. Et nous allons donc parler aujourd'hui du thème suivant. Quel avenir du progrès à l'aune des transformations industrielles pour clôturer cette belle journée organisée. Alors Dominique, quand on est en école d'ingénieur, effectivement, le progrès, l'innovation, ça va de soi. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, non seulement ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça n'est plus tellement non plus. En fait, on n'utilise plus trop le mot progrès. Alors, c'est une des choses que je voudrais essayer de vous expliquer. Pourquoi on n'utilise plus le mot de progrès? Mais avant, déjà, même si on n'utilise plus, en fait, ce qu'on n'utilise plus, c'était l'idée de progrès. Mais le fait qu'il y ait des techniques qui avancent et qu'on peut, sur un domaine donné, dans un savoir-faire particulier, avoir une efficacité qui croît. J'imagine que dans une école d'ingénieur, c'est quand même quelque chose qui ne vous est pas étranger. Sinon, vous auriez quelques problèmes. On va voir que ça, même cette simple idée-là, elle est tout sauf évidente. On l'a, au regard de la profondeur de l'histoire, acquise en fait de façon très très récente. Mais si vous le permettez, j'aimerais partir du paradoxe de cette époque. Alors, première partie de mon paradoxe n'est pas très très sympa. Ça tient aux sciences de l'environnement. On ne parle plus trop d'environnement. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde s'est un peu trumpisé. Donc nous sommes sur une planète merveilleuse qui ne connaît aucune difficulté. Or, très curieusement, si on regarde du côté d'économistes, alors vraiment des économistes très contemporains. La génération d'avant, ce n'était pas le cas. Là, je vais m'appuyer sur une projection qui a été faite par un institut d'actuaires international. Donc les actuaires, c'est quand même des gens qui ont vraiment la main dans le cambouis. Et puis pour chiffrer les risques, c'est leur métier, savent faire, qui se sont associés en l'occurrence avec une université, c'était celle d'Exeter, et qui ont essayé de faire une projection de ce que pourrait être le monde à 2 degrés déjà. Donc le monde à 2 degrés, on le connaîtra au courant de la décennie 2040. Selon leurs calculs, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait moins 25% de PIB et 2 milliards de morts. C'est-à-dire 2 milliards de gens qu'on ne peut plus nourrir. Ce qu'on ne dit pas trop au journal télévisé. Et puis 3 degrés, c'est-à-dire plutôt vers la fin du siècle. Normalement, on sera un petit peu en dessous, mais bon, on verra bien. Eh bien là, vous doublez l'un et l'autre. Vous passez de 2 à 4 milliards et vous passez de moins 25 à moins 50% du PIB. Donc voilà, et c'est une étude très très récente. Il y a un article d'un très jeune économiste très célèbre qui s'appelle Bilal, qui est paru il y a quelques mois, qui donne des résultats. Ils étaient deux avec quelqu'un qui s'appelle Kranz, à peu près sur les mêmes résultats. Donc effectivement, on est sur une planète exsangue qui ne va pas très bien. Et vous le savez, tout le monde s'en fout. Alors ça, c'est un côté de la réalité. Et de l'autre côté, évidemment, c'est ce dont tout le monde parle, c'est effectivement ce qui se passe du côté de l'IA, avec le deep learning, qui est effectivement quelque chose de très très saisissant, parce que, il n'y a absolument aucun doute, il fut un temps où on remettait en cause l'expression intelligence artificielle. Non, il y a vraiment progression en termes de raisonnement, il y a des critères assez précis. Quelqu'un comme Cholet a beaucoup travaillé là-dessus pour le mettre en évidence, et puis en plus, ça va très 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 vite. Et donc, on a fait une forme d'intelligence avec une rapidité en termes de progrès, justement, relativement fulgurante, j'y reviendrai, sans corps ni morale, et beaucoup attendent de cette série d'instruments qu'ils résolvent tous nos problèmes. Et on va voir qu'on oscille par là même, on va voir entre différentes conceptions du progrès. Alors, ça, c'est le paradoxe dont on va partir, on va voir si on arrive à l'éclairer in fine. Ce n'est pas tout à fait évident, parce que c'est assez complexe. Alors, comment je vais faire? Tout d'abord, je vais justement
revenir sur le progrès au sens le plus basique qui soit, c'est-à-dire effectivement le fait que dans un domaine donné, l'efficacité de nos techniques avance de façon mesurable et évidente. Et on va voir que si on relie ce constat à l'histoire, et jusqu'à une date relativement récente, on regarde la profondeur de l'histoire, et nous, ça va nous paraître hallucinant, parce que, évidemment, les choses dont je vais vous parler, nous les lirons comme des progrès, alors qu'en fait, les contemporains de ces événements ne parlaient en aucun cas de progrès. C'était une idée qui leur était complètement étrangère. Et puis ensuite, eh bien, j'essaierai de montrer que de là, on va finir par aboutir à l'idée de progrès, qui n'est pas le simple constat du fait qu'on ait une avancée des techniques dans un domaine particulier. On va voir comment on peut définir l'idée de progrès, comment elle est née, c'est quelques siècles après. Eh bien, et on va voir qu'aujourd'hui, elle est contredite. Oui, je crois que c'est même vraiment la bonne expression, puisque cette idée de progrès, elle est associée, vous le verrez, aux Lumières. Et désormais, aujourd'hui, bon, les idéologues qui sont derrière Trump, alors il y a un philosophe qui s'appelle Nick Land, lui c'est un vrai philosophe, même si sa pensée est un peu bizarre, mais c'est lui qui a qui a inventé cette expression de Dark Enlightenment, c'est-à-dire de lumière noire. C'est-à-dire le contraire des Lumières. C'est-à-dire que pour permettre l'avancée sans entrave, justement, non plus mais du progrès au premier sens, c'est-à-dire une simple avancée des techniques, il faut supprimer tout ce qui pourrait l'arrêter, le ralentir. Et dans ce qu'on doit supprimer, vous avez les droits fondamentaux, vous avez la démocratie, vous avez la lutte contre les inégalités. Tout ça doit sauter. Donc ça va loin, et ce n'est pas une simple lubie de philosophe, malheureusement. C'est, si vous voulez, l'idéologie qui a été acceptée, qui est promue par, pas tout le monde, mais en tout cas tous les grands manias de la tech américaine, tous ceux qui étaient là le jour de l'investiture de Trump. Et en termes de chiffre d'affaires, en termes de dollars, ils pèsent quand même extrêmement lourd. En tout cas, je peux vous rassurer, beaucoup plus que moi. Alors, donc, première chose, eh bien, parce que c'est très, très, très étonnant, cette absence de l'idée selon laquelle les techniques dans un domaine donné peuvent progresser. Si nous on regarde avec le recul, par exemple, comment les techniques lithiques, c'est-à-dire les techniques de taille de la pierre, ont évolué entre les profondeurs du Paléolithique et puis jusqu'à la période qui va ouvrir, permettre l'éclosion des grandes civilisations, et notamment l'agriculture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le néolithique. En gros, avec 1 kilo, on débouchait sur quelques centimètres, et à la fin, on a même plus d'1 mètre. Mais évidemment, ces progrès-là, en termes de taille de la pierre, technique lithique, lithos en grec, eh bien, si vous voulez, aucun des contemporains n'en a jamais eu la moindre conscience. C'était des progrès sur un temps extrêmement long, donc qui échappaient totalement aux contemporains. Pour eux, ça n'avait aucun sens. Et quand pourtant on voit quelque chose arriver qui est étonnant, qu'on n'avait jamais vu avant, alors vous allez voir, je ne vais pas prendre un petit objet, je vais prendre un très gros objet que personne ne pouvait manquer, en tout cas en passant à quelques kilomètres à côté. C'est la première pyramide. C'est la pyramide à Négré, la pyramide de Djéser. Donc ça nous ramène entre 3 et 4 000 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même un certain temps. Alors vous allez me dire, attendez, vos gens là, c'était des vrais neuneux. Quand ils ont vu la pyramide, ils ont bien dit, il y a un progrès. Non, pas du tout. En fait, pour eux, si vous voulez, l'architecte les temples antérieurs étaient en bois, et la pyramide de Djéser, c'est quand même assez haut, ça se voit vraiment très, très loin, et il y en a d'autres à degrés qui ont disparu, celle-là non, elle est toujours bien debout. Eh bien, l'architecte qui l'a conçue, qui s'appelait Imhotep, tout simplement, on l'a divinisé. C'est le seul pharaon dont on ait fait un dieu. Non, pharaon, excusez-moi. C'est le seul mortel standard. C'est un architecte. Vous ne devez sans doute pas sortir, si vous voulez, je ne sais pas moi, des quartiers les plus sombres de Tel El Amarra. Certainement pas. Mais enfin, ce n'était pas un pharaon. Et c'est le seul humain non pharaon
qui ait été divinisé. Donc voilà, les contemporains ont bien compris qu'il y avait un changement, qu'il y avait quelque chose de très très important, mais on n'a pas assimilé ça à un progrès. On va aller chez les Grecs, donc on va se rapprocher un peu de nous, on va être quelques siècles avant l'ère chrétienne. Bien, par exemple, quand le fameux sculpteur grec, et c'est comme ça que les contemporains l'ont reçu, a su en quelque sorte imprimer le mouvement dans la statuaire, ce qui n'était pas du tout évident. Vous vous souvenez, les dieux égyptiens, alors, qui sont raides comme des bâtons. Eh bien, on ne parle pas non plus de progrès. Pourtant, tout le monde était d'accord pour dire que ce qu'a amené Praxitèle n'était pas là avant. De même, la peinture grecque antique, elle est très très raffinée. Et vous avez un morceau de littérature qui vous raconte un concours entre différents peintres, et un des plus célèbres de l'Antiquité qui s'appelle Apelle. Il dit, moi, franchement, il est aussi modeste que Trump. Moi, franchement, je suis le meilleur des peintres, à telle enseigne que regardez ma coupe de raisin, les oiseaux viennent la picorer. Donc, voilà. Alors, tout ça, pour les Grecs, il n'y a pas de progrès, ça n'existe pas. Pour eux, le monde est éternel, il n'a pas été créé. Ça, c'est les chrétiens qui vont amener cette idée, donc il ne disparaîtra jamais. Et tout simplement, si vous avez des espèces de moments de grandeur, puis ça retombe, et puis il faudra peut-être attendre des milliers d'années. Alors les Grecs ont des milliers d'années, ils ont déjà du mal. Bon, vous vous souvenez de la Bible, on avait une idée de la durée du monde qui était étroite, mais enfin pour eux il était éternel, c'est encore autre chose. Mais voilà, on ne va pas du tout ranger ça dans le progrès. Et pour qu'on commence vraiment à parler de progrès, il faut encore se rapprocher de nous. Et le premier texte dans la littérature, et là, du coup, c'est la littérature occidentale, le premier texte où on voit émerger l'idée qu'effectivement, dans des domaines différents, on peut indéfiniment faire mieux, eh bien, c'est un moine franciscain qui s'appelle Roger Bacon. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ceux qui ont vu autrefois Le Nom de la Rose, ou qui ont lu le livre, ou qui ont vu Le Nom de la Rose au cinéma, Roger Bacon, c'est Guillaume de Baskerville. Donc c'est ce moine très malin, incarnation de la raison, etc. Et donc lui écrit un texte assez célèbre, qui s'appelle La lettre sur les œuvres secrètes, et il le dit lui-même. Il dit voilà, effectivement, on est très proche d'inventions extraordinaires et on les améliore indéfiniment. Alors il parle de bateaux sans rameur mus par un seul homme, oui, c'est assez étonnant, c'est même pas le vent. Des machines volantes, il n'a évidemment jamais vu d'avion. Alors, en grec, des automobiles, mais évidemment, il ne connaît pas nos marques d'aujourd'hui, des ponts suspendus, etc. Et pour lui, ce texte, c'est la première fois. Vous voyez, Praxitèle, c'est un truc unique, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autre chose, et à Praxitèle, il a atteint la perfection, à Apelle, il a atteint la perfection. Ce n'est pas la première marche d'un escalier, et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres marches. Dans le texte que je vous ai restitué de façon un peu sauvage, mais là, l'idée, au contraire, est que les techniques, c'est un escalier indéfini. Et on va cesser d'avancer sur les marches et d'aller de plus en plus haut. Donc, vous imaginez, c'est le XIIIe siècle, donc il y a un peu plus de 7 siècles, c'est tout près, enfin, je veux dire, par rapport à la profondeur de l'humanité, qui se mesure, l'humanité moderne, probablement, c'est entre 200 et 500 000 ans, à peu près. Donc, vous voyez, c'est franchement, on est quelques secondes avant minuit, pour reprendre la figuration que vous connaissez. Et puis, évidemment, cette idée-là, elle est inséparable d'une idée qu'on trouve nulle part avant, et c'est le religieux judéo-chrétien, et plus spécifiquement quand même chrétien, qui va l'amener. C'est l'idée qu'entre la naissance du monde et puis la fin du monde, il y a une ligne. Et donc que le temps est linéaire. Alors il y a une espèce de... Le temps autrefois était plutôt cyclique, mais là il y a une espèce de cycle, parce que à la fin du monde, on revient, en tout cas pour certains, au parallélisme, mais en attendant, il y a une ligne. Il y a une ligne, et par exemple, un des moines bénédictins, un petit peu avant lui, qui s'appelle Joachim de Flore, lui avait déjà, c'est le premier à avoir une espèce de philosophie de l'histoire où on avance par marche,
Et il pensait que l'ère qui était la sienne, on est là en fait au XIe siècle à peu près, 11-12e siècle, c'est le moment, effectivement, on a une efflorescence technique, on a, vous connaissez l'optimum médiéval, donc on a des récoltes agricoles qui sont plus importantes, on a une efflorescence des villes, la naissance de beaucoup de villes, etc. Et donc, ils n'ont pas encore cette idée de progrès, mais il a déjà l'idée justement d'une avancée, etc. Et voilà, donc là, on avance petit à petit, on s'approche de nous. Alors, maintenant qu'on possède cette idée que les techniques peuvent avancer, et que je vous ai dit qu'elle est finalement assez proche, eh bien, comment peut-on, de façon un peu plus générale, comprendre le phénomène technique? Alors déjà, la première chose qu'on ne nous apprenait pas, en tout cas, moi, je suis plus tout à fait né la dernière pluie, donc moi, quand j'étais en terminale, on reprenait des trucs très classiques, c'est-à-dire la technique, c'était quelque chose de typiquement humain. Il y avait que les hommes qui pratiquaient les techniques. C'est fou. La technique, elle est hyper répandue dans le monde animal. Ce que les êtres humains ont en propre, c'est de fabriquer avec un artefact d'autres artefacts. Mais de produire des artefacts, même une guêpe est capable de se saisir d'une pierre pour tasser son terrier, etc. Et donc, vous le savez, c'est très, très répandu. Alors, on peut définir de façon plus générale en se rapprochant de la biologie, puisqu'on vient de voir que les techniques ont vraiment un fondement biologique. Pour expliquer comment avancent les techniques, on va prendre une expression qui n'est pas très belle, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est le mot exosomatisation. En fait, les techniques, c'est pour un être vivant, c'est se saisir ou utiliser. Alors, exosomatisation, plus généralement, c'est l'utilisation par les individus d'une espèce d'éléments de leur environnement pour leur développement. Alors, ça couvre plein de choses. Un oiseau qui fait son nid, c'est un phénomène d'exosomatisation. Quand on régule notre température pour faire face à la chaleur, on va utiliser un phénomène physique qui est le passage d'un liquide à un état gazeux qui mange des calories, et on va se servir de ce phénomène physique pour réguler sa température intérieure. C'est de l'exosomatisation, etc. Et donc, effectivement, on a affaire à quelque chose de très répandu et qui est antérieur à ce que nous allons appeler outil. Et donc, si on veut vraiment comprendre les deux veines de nos techniques, et ça reste vrai aujourd'hui, même si elles ont tendance à se fondre, on a tout d'abord une veine cinétique et on a une veine à proprement parler cognitive. Ça va nous rapprocher déjà un petit peu de l'intelligence artificielle. Alors, sur cette veine cinétique, tout d'abord, c'est l'usage de prothèses, c'est-à-dire on va prolonger un membre, en général plutôt le bras et le bras droit et la main droite. Ça s'appelle un outil, ce qui permet d'avoir un mouvement plus précis, plus puissant, plus fort, etc. Et puis, si vous reproduisez la totalité de gestes en dehors du corps et indépendamment du corps, eh bien, vous avez une machine. Et donc là, on est, si vous voulez, dans l'exosomatisation cinétique. Alors là, il y a évidemment les êtres humains qui fabriquent des machines et qui fabriquent des outils avec d'autres outils. Je vous ai dit, c'est d'ailleurs un des traits de l'espèce humaine. Et comme on est ici, vous savez que là, on est sur le point, dans quelques décennies, de construire la plus grosse machine qu'on aura jamais construite, le fameux FCC, le collisionneur. Là, vous aurez une machine avec un cercle de 90 km et 700 mètres de circonférence. Donc voilà, ça fait beaucoup. Alors, et puis l'exosomatisation cognitive, c'est comme pour la sueur. Si vous voulez, le langage humain, il utilise les phonèmes, il utilise des sons matériels. Et sans ces sons matériels, eh bien, vous ne pourriez pas distinguer, ce qu'on fait avec des mots, distinguer de façon beaucoup plus précise la réalité. Nous, on a un mot pour dire neige. Évidemment, si vous étiez inuit, vous auriez je ne sais pas combien de mots, mais c'est plusieurs dizaines pour qualifier l'environnement qui est en face de vous. Donc là, on voit bien que notre esprit ne se développe qu'avec des instruments. Alors, évidemment, l'écriture, par exemple, c'est une technique d'exosomatisation tout à fait fondamentale. Sans elle, eh bien, nos savoirs n'auraient pas pris le tour qu'ils ont pris. Mais vous prenez la géométrie grecque. Si les géomètres grecs n'avaient pas vu le jour, il n'y aurait pas d'amphi ici et personne pour s'asseoir sur les bancs. Vous en êtes lointains héritiers. Alors imaginez un géomètre grec, sans bâton et sans sable, vous pouvez dire adieu à la géométrie.
sans abscisse et sans ordonnée, vous auriez bien du mal à faire vos calculs, à faire vos graphes, etc. Tout ça, on est dans l'exosomatisation. Et évidemment, alors le problème, c'est quelle est la spécificité de l'IA par rapport à cette évolution au très long cours, qui est l'exosomatisation et qui s'enracine de façon très claire dans nos corps. Et évidemment, aujourd'hui, on a une fusion des deux. Si vous avez de la robotique, etc., vous avez le cas. Alors, ok, on commence à comprendre un peu ce que sont les techniques, en quoi elles s'enracinent sous un fond tout à fait naturel, les deux veines qu'elles ont suivies dans leur progression, avec un arrière-plan vraiment animal. Et puis de ça, à un moment, on va finir par engendrer quelque chose de très très particulier, et alors qui est proprement occidental, mais qui a vraiment structuré nos sociétés, les institutions de nos sociétés, c'est justement l'idée de progrès. Alors cette idée de progrès, elle s'invente avec des auteurs comme Bacon ou comme Descartes, mais plus encore Bacon que Descartes, donc au fin XVIe, début du XVIIe siècle. On va l'adopter vraiment, et puis ensuite après, on va l'adopter à la fin du XVIIIe siècle, à l'issue de la querelle des anciens et des modernes. Elle va vraiment se diffuser dans la société au XIXe siècle. Et l'idée de progrès, c'est au cœur de l'enseignement, par exemple, de la Troisième République. Et vous encore, en tout cas les plus âgés parmi nous, à un moment donné ou un autre, on vous a fourgué l'idée de progrès. Alors, cette idée de progrès, c'est la fusion entre deux idées antérieures. La première idée, je viens de l'évoquer, c'est celle selon laquelle les techniques peuvent avancer et qu'il est même de la nature des techniques que d'avancer. Même si elles existaient depuis des lustres et même s'enracinaient dans le monde animal, le fait qu'elles puissent avancer, on l'a dit, c'est une idée récente. Et cette idée-là, on l'a fait fusionner avec une autre idée, c'est-à-dire que les techniques, effectivement, peuvent avancer, mais elles sont finalisées. C'est-à-dire que les techniques, ce ne sont pas simplement des moyens, mais ce sont des moyens en vue d'une fin. Et alors, au départ, cette fin, c'est l'idée que les hommes se convertissent vers le bien. Alors, l'idée comme ça que moralement, les hommes pourraient changer, et vous avez ça dans les prophètes de la Bible, de façon très claire. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Joachim de Flore, il n'était pas question de technique, il s'en foutait, il n'avait aucune idée de ça, même si après, les Victorins, par exemple, un autre ordre monastique, vont se servir de ça, mais Joachim de Flore, pas du tout. Lui, c'était l'idée d'un progrès proprement moral. On passait par l'ère du Père, l'ère du Fils, l'ère de l'Esprit, mais on va pas détailler ça. Ce n'est pas en général la théologie qui va vous intéresser. Mais bon... Et là, quand on fusionne l'idée qu'on peut aller vers une meilleure situation sur un plan moral, alors moral au sens très général, ça peut être la réalisation de soi, ça peut être l'achèvement même de l'idée d'humanité, effectivement ça va être ça, et puis cette idée bizarre que c'est par des techniques que l'on va arriver à une finalité en fait qui est quasi religieuse. C'est-à-dire une humanité totalement accomplie, ce qu'on figurait sous l'image du paradis terrestre. Alors, ça donne une croyance, on va y revenir avec Bacon et Descartes, qui se construit au XVIIe siècle. Cette croyance, c'est l'idée que l'avancée des connaissances, et l'avancée des connaissances, c'est quelque chose qu'on accepte qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est qu'effectivement, en termes de connaissances, on peut faire mieux que les Grecs. Et n'oubliez pas que le modèle qui va permettre l'émergence de la science moderne, dans la deuxième moitié du XVIe et les premières décennies du XVIIe, c'est Euclide. Donc la science moderne n'a même pas été conçue comme un progrès, initialement. C'est quelque chose qui peut nous étonner, mais en fait, c'est parce que ses racines étaient grecques et qu'on allait revenir à une pureté grecque. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc l'idée de progrès, c'est l'idée suivante, c'est que l'avancée de nos connaissances, par ses retombées techniques et industrielles, on est à l'ENSAM, on ne l'oublie pas, par ses retombées techniques et industrielles, va nécessairement, et le mot le plus important dans tout ce que je viens de vous dire, c'est l'adverbe nécessairement, va nécessairement déboucher
vers une amélioration de la condition humaine. Alors, à l'origine, on allait même au-delà de ça. Ce n'était pas simplement une amélioration de la condition humaine, on allait revenir au paradis terrestre. Qui est conscient ici d'être au paradis? Alors, si vous me répondez oui, j'ai un bon psychiatre. Mais bon, mais on y croyait dur comme fer. Et donc, ça, c'est l'idée de progrès. Donc, cette idée, elle est forgée par Descartes et Bacon. Je vais vous donner quelques éléments. Et puis, elle nous a vraiment structuré. Alors, je vais y revenir, mais la dernière occurrence et comment dire, construction de l'idée de progrès, c'est Marx. Et disons, jusqu'à la chute du mur, on y a cru. Enfin, certaines parties de l'humanité y a cru. Il y en a qui y croient toujours, d'ailleurs, mais bon. Et donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Alors, Bacon, là, c'est même plus ancien que Descartes. On est fin 16e et tout début 17e. Alors lui, déjà, premièrement, il met en avant ce qui n'était pas le cas pour les Grecs. Il met en avant que le savoir est un pouvoir. Lui, contempler le ciel, il s'en fout. Ce qui compte, c'est les connaissances, c'est ce qui permet de transformer le monde autour de nous. Vous voyez, on est chopé belle. Hein, bon, c'est ce qui permet de transformer le monde autour de nous. Donc vraiment, Bacon, c'est le philosophe ingénieur. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les grands ingénieurs du 18e et du 19e, tous les très grands, ils faisaient tous partie de la société des amis de Bacon. Qui dans cette salle fait encore partie de la société des amis de Bacon? Ça, la tradition s'est perdue, Séverine, ça ne va plus du tout. Elle n'existe plus, elle n'existe plus depuis un certain temps. Mais voilà, pour que vous voyez bien qu'on est vraiment là de votre côté. Et alors, pour lui, c'est très clair. Et il le dit, hein, l'avènement de la science, ça va nous permettre de revenir au paradis terrestre. Waouh! Ça va loin. Hein. Et d'ailleurs, c'est très important parce que effectivement, sa conception, vous savez, l'origine de la science moderne, elle est complètement baignée de christianisme. Et comme vous le savez, Newton était un fanatique des sciences occultes, par exemple. Hein. Bon, elle est complètement baignée de christianisme. Alors, lui, il invente un récit qu'il appelle la Nouvelle Atlantide. Et évidemment, il reprend le mythe platonicien, mais il appelle la cité qui est sur ce continent Ben Salem, c'est-à-dire c'est la cité de la perfection. Et en fait, il y a... Ah, c'est sympa comme tout, merci. Parce que l'appui sur le toit, c'est sympa, mais ça ne désaltère pas. Voilà. Et donc, Ben Salem, si vous voulez, au cœur de Ben Salem, il y a la maison des sages de Salomon, ou le collège des œuvres, je ne sais plus quoi, peu importe. C'est le CNRS, ou c'est l'Institut Max Planck. Encore mieux que le PFL. Hein. Encore plus sérieux. Et donc, ces gens ont tout inventé. Et dans les inventions, bon, évidemment, ils ont inventé le cinéma. C'est assez étonnant quand même. Hein. Ils ont inventé, évidemment, des sous-marins, des moyens de prolonger la vie. Alors ça, c'est fantastique, de rendre la jeunesse, de transplanter une espèce dans une autre, de nous rendre joyeux, des plaisirs beaucoup plus grands, etc. Enfin, c'est assez étonnant. Et leur programme, le programme de ces sages, c'est de reculer les bornes de l'Empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. C'est drôle, ça résonne. Oui, ça résonne avec la tech d'aujourd'hui, on est bien là-dedans. Et évidemment, le progrès ultime, et on y revient, le progrès ultime, c'est l'immortalité. Je ne sais pas si vous avez entendu cette conversation qui a été piquée entre Xi Jinping et Poutine. Alors eux, ils sont des adhérents de la Société des Amis de Bacon. Et ils y croient dur comme fer. Alors, déjà, quand vous entendez là, vous n'avez plus envie d'aller au paradis terrestre. Vous dire, si ces monstres-là, là, on va voir, le paradis s'inverse en enfer. Et c'est ce que nous prévoit la tech. Elle nous prévoit l'enfer. J'y reviendrai. Et donc, assez étonnant. Donc, en fait, ils ne visent rien d'autre que de transmuter, en fait, la condition humaine. Mais au moins, ils ont un côté très sympa, eux, à l'époque. Hein, si vous voulez, ils ne veulent pas se barrer tout seuls sur Mars. Ils ne veulent pas laisser crever 8 milliards d'êtres humains. Bacon, il emmène tout le monde avec lui. C'est la grande différence avec la tech d'aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez sur le plan moral le progrès.
il est vraiment immense. Hein. Là. Alors, la version plus classique, c'est Descartes. Hein. On va inventer une infinité de choses possibles et on va toutes les réaliser. Elles vont toutes contribuer à améliorer la vie des hommes. Hein. C'est vraiment la justification morale de l'avancée des techniques pour Descartes. Alors, dans sa 6e partie du discours de la méthode, il y a un petit moment où il chute, il dit lui aussi, il pense à l'immortalité, puis vraiment quand il devient vieux, il a compris que c'est râpé, donc là, il pense à la sagesse et à la morale, mais ce n'était pas le cas. C'est pas le cas au début. Alors, bon, toute cette histoire-là, ça va donner une querelle tout au long du XVIIIe siècle, et à la fin du XVIIIe, on a tranché, non, il y a du progrès, on peut faire beaucoup mieux que les anciens. D'ailleurs, là, Newton, attendez, Aristote, tu peux aller couche-panier, c'est fini. Là, vraiment, et on va tout rendre possible, vous allez voir, les amis. Et donc, Condorcet, hein, le bonheur est une idée neuve en Europe, etc. Et puis tout ça va terminer par Marx. Hein. L'homme nouveau, alors chez lui, ça s'appelle l'homme générique. C'est-à-dire, c'est le premier être humain qui va pouvoir développer toutes les capacités qui, jusqu'alors, étaient diffusées et partagées par le genre humain. C'est-à-dire, chacun de nous pourra devenir le matin Vinci, Einstein à midi et une danseuse étoile le soir. C'est pas mal comme programme, hein. Ça pouvait emporter les foules. Alors, le problème, c'est que pour ça marche, il fallait deux choses. D'une part, il fallait qu'on développe les automatismes à fond. Donc, vous mettez Marx dans la Silicon Valley, lui, c'est l'extase. Ça roule. Et autre chose que retrouve aussi la Silicon Valley, c'est que pour lui, il fallait aussi non seulement qu'on puisse transformer le monde autour de nous par des automatismes, donc par des machines, totalement, sans intervention humaine, parce que c'était le seul moyen de surmonter la division sociale du travail. Et c'est la division sociale du travail qui condamnait une partie de l'humanité à la misère et qui permettait à d'autres de jouir de la vie. Donc, lui, il pensait qu'on ne pouvait atteindre l'épanouissement de l'humanité que précisément par le fait de ruiner les bases de la nécessité de la division sociale du travail pour s'arracher à la misère. Donc il pensait qu'on allait déboucher sur une humanité où il n'y aurait plus ni riches ni pauvres, hein, et aucune violence. On aurait tous été des anges les uns pour les autres. C'est une reconfiguration un peu de l'Éden, du paradis terrestre. Alors, évidemment, ce credo a fini par voler en éclats, donc essentiellement quand même plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et évidemment, l'élément qui l'a fait voler en éclats, et qui a même une conséquence sur le fondement, mais là je ne vais pas le développer, de nos propres sociétés, parce que l'idée de maximiser la richesse, c'était une des parts du consensus en creux sans lequel il n'y a pas de démocratie. Et si nos démocraties vont aussi mal, c'est parce que précisément ce consensus a aussi volé en éclats. C'est que la finitude du monde, désormais extrêmement bien documentée, fait que l'idée d'une progression indéfinie pour atteindre une production infinie n'a plus aucun sens à nos yeux. Donc c'est ça qui a fait voler en éclats l'idée de, si vous voulez, cette idée de progrès. Et c'est la raison pour laquelle, très discrètement, on a fini par ne même plus évoquer le mot progrès. Aujourd'hui, si vous allez au MEDEF et si vous parlez de progrès, vous allez être vraiment ringard. On parle d'innovation. Alors, l'innovation, c'est bien parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, si ce n'est à s'enrichir. Et donc, c'est indéfini, vous pouvez aller dans tous les sens, pourvu que vous faites du fric, c'est bon, c'est l'innovation. Et on ne va pas tellement avoir d'autres considérations, ou alors elles sont franchement idéologiques. Là, il y a très récemment un ancien cadre dirigeant, je crois que c'était un patron de la Big Pharma, qui dit, non mais vous rigolez, si on avait un médicament pour guérir tout le monde, mais nous on est ruinés. Donc, vous imaginez quand même pas que la pharma, elle est là pour vous guérir. En tout cas, certainement pas définitivement. Alors, il faudrait faire une espèce d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on vous vendrait des pilules tous les jours pour que vous soyez en bonne santé. Mais la pilule unique et définitive, eh bien, vous êtes ruiné. Donc non, on ne peut pas faire progresser le capital et vraiment
songez à ce que vous soyez éternellement en pleine santé avec une consommation unique. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible. Et donc, effectivement, donc on est allé du côté de l'innovation, puis est arrivé, alors ça fait des décennies évidemment que ça se prépare, même plus loin, est arrivé notamment l'IA, je vais revenir, et donc, qui elle-même connaît, et en fait, assez récemment, une croissance vertigineuse. Vous y ajoutez CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques, vous y ajoutez certains progrès en termes de physiologie qui vont faire qu'on est capable de régénérer un œil, de régénérer une peau, alors tout ça évidemment in vitro. Et vous avez la discussion entre Poutine et Xi Jinping. Donc ils sont absolument persuadés qu'on va les régénérer avant qu'ils ne passent l'arme à gauche. Et donc, et évidemment, on revient à l'idée que tout est possible et qu'il n'y a aucune limite à nos techniques. Et cette idée, c'est le premier, oui, probablement, mais en tout cas celui qui va la formuler de la façon la plus claire, c'est un philosophe anglo-saxon qui est Nick Land, et c'est lui qui est vraiment l'auteur principal de ce qu'on appelle l'accélérationnisme, que j'ai défini tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les entraves aux techniques, à l'essor des techniques, et les entraves principales sont les droits humains, le peuple, nous emmerde, nous empêche d'aller assez vite. Alors, cette vieille lune de la lutte contre les inégalités, et évidemment la démocratie, alors ça c'est le pire des trucs, pour empêcher de tourner en rond, ça c'est plutôt d'aller en spirale, c'est vraiment la pire méchante chose qu'on puisse faire. Donc il faut vraiment retirer de la tête des gens l'idée des lumières, et il faut leur substituer ce qu'ils appellent le dark enlightenment, c'est-à-dire les lumières sombres. Et quelqu'un comme Curtis Yarvin, c'est un blogueur, mais c'est un blogueur qui a fait connaître Peter Thiel, hein, et lui, dans une interview récente là, dans le New Yorker, n'hésitait pas à dire « Notre programme à nous, c'est détruire les universités, détruire les écoles, détruire le droit, détruire la démocratie, mais l'objectif, c'est de déciviliser la population. » Déciviliser. On est loin de la technique incapacitante. Hein, alors, on est vraiment, le pauvre Amartya Sen, là, franchement, il n'est pas encore décédé, hein, je crois. Mais là, il est en forte dépression. On est vraiment à l'inverse. Alors, essayons de réfléchir. Est-ce que c'est cette espèce de credo, parce que c'est avant tout une croyance, mais qui a une base technique, est-ce qu'on peut lui donner quelques crédits? Bon. Et donc là, on va essayer de réfléchir à l'IA. Alors, moi, j'aime bien revenir toujours, parce qu'en fait, quand on lit les Nick Land et quand on lit certains de ces patrons, on va trouver des philosophèmes, on va toujours trouver des choses qui ont été pensées avant, donc ils font une espèce de soupe. Mais très difficile de dire ce que va devenir, si vous voulez, l'IA. Alors, en imaginant qu'elle ait suffisamment de temps devant elle pour se développer un maximum, qu'elle arrive à se développer avant d'avoir détruit, d'avoir contribué à détruire le reste du système Terre. Et donc là, on peut s'appuyer sur la manière dont les philosophes du XVIIe siècle ont essayé de réfléchir à la différence entre ce que leur apparaissait être l'entendement humain et l'entendement divin. Puisque du côté de la tech, on vous dit non, l'IA va devenir divine, c'est-à-dire c'est la singularité, c'est-à-dire qu'on va avoir une intelligence complètement hors norme. Alors, disons, on peut avoir deux manières de concevoir cette hors norme. On va prendre la manière galiléenne. Hein. Pour Galilée, Dieu, effectivement, il en savait plus que lui, il en savait même beaucoup plus que lui, mais Galilée prétendait que ce qu'il connaissait mathématiquement était parfait. C'est-à-dire qu'il le connaissait aussi bien que Dieu lui-même le connaissait. Donc en fait, l'infinité de l'IA serait une infinité extensive. C'est-à-dire tout simplement, l'IA permettrait d'accroître beaucoup plus rapidement les connaissances humaines sans qu'il y ait une véritable rupture qualitative. Il pourrait y avoir des petits sauts,
mais on resterait quand même, on n'aurait pas de saut absolument structurel. En revanche, Descartes, oui, avait une conception de l'idée divine, de l'idée d'un entendement divin, avec un saut total. C'est-à-dire que pour Descartes, eh bien, ce qui était au fondement de nos connaissances, l'arithmétique, etc., c'était le résultat de l'arbitraire divin. Dieu aurait très bien pu faire que la somme des angles d'un triangle n'équivale pas à 180 degrés, que 2 plus 2 fasse 7 ou 5, mais en tout cas pas 4. Et donc en fait, notre savoir à nous n'est qu'un arbitraire posé par Dieu pour ces pauvres êtres que nous sommes. Et donc en fait, avec notre intelligence, nous ne pourrions en aucun cas comprendre l'intelligence divine. Donc effectivement, imaginons que l'IA croisse, qu'elle ait lu Descartes, et qu'elle croisse, qu'elle fasse tout pour croître de façon cartésienne, non pas galiléenne, eh bien on ne le saurait même pas. C'est-à-dire, elle nous échapperait au point qu'on ne pourrait même plus communiquer avec elle. Et alors, très sincèrement, on pourrait lui donner le conseil de se débarrasser de cette espèce qui a fichu un tel bazar sur la Terre. Bon, on n'est pas sûr que nos capitalistes y gagnent vraiment. Alors, évidemment, cette idée-là, c'est celle, si vous voulez, qui pousse jusqu'au bout l'idée d'une autonomie des techniques. Parce que ce qui distingue... l'exosomatisation dont vous parlez. Oui, alors là, on a une espèce d'exosomatisation absolue, c'est-à-dire avec jusqu'à un moment donné, un détachement. C'est-à-dire que l'IA aurait besoin d'une pouponnière humaine, mais tout simplement pour une adolescence divine. Et évidemment, une fois divine, plus rien à faire de la pouponnière, à laquelle nous continuerions à appartenir. Et alors, évidemment, il faut être un peu bêta pour penser que ce Dieu-là ressemble au Dieu auquel on a pensé. Le Dieu de Descartes et le Dieu de toute la tradition, il n'est pas méchant. C'est un Dieu bon. Mais quand vous voyez les origines capitalistiques, cyniques de l'IA, moi je pense que le Dieu de l'IA n'a aucune raison d'être un Dieu bon. Ça pose vraiment la question de la finalité du progrès, là, la finalité de cette innovation-là. On va y revenir à la fin. C'est-à-dire s'il y a une chose sur laquelle ces gens ne s'intéressent jamais, ils n'ont aucune idée de la fin, ils n'arrivent jamais à s'interroger sur la fin. Ce qu'ils appellent fin est une accumulation de moyens. Mais c'est gênant parce que l'accumulation de moyens peut donner lieu à des fins qui ne sont pas toutes fantaisistes. Alors, si vous pensez que vous devez, avec vos impôts, vous détruire, allez-y les amis. Mais ce n'est peut-être pas forcément le meilleur usage qu'on puisse faire de ces impôts. Et je vous rappelle, évidemment, les algorithmes n'ont ni affect, ni morale. Donc, alors évidemment... Et en plus, bah oui, c'est un peu difficile de dire comme ça, mais je crois qu'on approche de la fin, hein, là, je vais essayer d'aller vite, mais si vous voulez, nos techniques, si on les voit, disons, avec les quelques siècles qui sont derrière nous, il y a deux tendances auxquelles elles ne semblent n'avoir jamais dérogé. C'est-à-dire que les techniques ont... Il y a une petite exception au moment des Trente Glorieuses, mais c'est à l'intérieur d'une ère géographique occidentale où là, les techniques débouchent sur plutôt un cantonnement des inégalités. Mais pas à l'échelle de la planète. Si vous voulez, si vous regardez les PIB reconstitués des différents pays sur Terre, alors pays entre guillemets, en tout cas des aires géographiques avec des organisations politiques ad hoc, eh bien, le moment à partir duquel les écarts entre les richesses des uns et des autres, dans toute la tradition, ça ne dépasse jamais 1,2, 1,3. Si vous prenez aujourd'hui le PIB par an annuel d'un habitant du Zimbabwe et puis celui d'un Luxembourgeois ou d'un Qatari, il fut un temps, j'avais calculé, c'était de 1 à 428. Donc là, vous avez une explosion des inégalités complètement dingue. Et l'autre tendance très claire,
c'est que souvent, d'ailleurs, on apprend aux étudiants de faire attention qu'au carbone, c'est complètement crétin. Je sais pas, j'ai un film que je vous invite à voir, c'est le film qui s'appelle La rivière de Dominique Marchais. Ben non, l'énergie, c'est la mesure de notre capacité à transformer notre environnement. Et en général, quand on le transforme, c'est pour détruire les écosystèmes qui le constituaient auparavant. Donc en fait, un des traits de l'évolution des techniques, c'est, et Olivier vous l'a dit ce matin avec l'extractivisme, c'est une forme de pillage constant des milieux naturels. Et d'ailleurs, les économistes ont une manière très claire de nous dire ça. Ils disent, ben voilà, l'économie humaine, c'est une destruction indéfinie. Donc ils sont sympas avec leur indéfini. C'est une destruction indéfinie du capital naturel qu'on remplace par du capital reproductible. Ça s'appelle un pillage des ressources naturelles. Alors, donc voilà, je vais peut-être finir là, juste avec cette considération. C'est que, bah, évidemment, et je viens de vous le dire, ce qu'on regarde maintenant, si on voit tout ce parcours, le maître mot, très rapidement, et même dès le départ, le maître mot, c'est accumulation de moyens. Et cette obsession de l'accumulation des moyens fait qu'on en arrive à ne plus être capable de réfléchir à des fins. Là, on veut l'accélérationnisme, c'est dingue, on supprime toutes les entraves, on accumule au maximum les moyens en présupposant qu'au moins pour une partie de l'humanité, ça sera le nirvana. Une partie seulement. Alors déjà une partie seulement, et qu'est-ce qui leur fait dire ça? Si on prend au sérieux leur discours, non. On ne peut pas croire. Et non, donc du coup, effectivement, que ce soit l'état des lieux dont on est parti pour la planète, son caractère exsangue, ou que ce soit aujourd'hui le développement de ces outils d'IA, je veux dire, sans régulation, c'est plutôt le pire. Le pire qui s'annonce, et le pire d'ailleurs des deux à la fois. Et je voudrais simplement finir par ça. Si on regarde en revanche, par exemple du côté des Amérindiens, pour eux, le savoir était inséparable en fait d'une certaine forme d'adaptation. C'est-à-dire que pour eux, connaître, accumuler des connaissances, cela avait pour fin de prendre soin de leur environnement. Et là, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais on pourra le faire dans les questions si ça vous amuse. Quand vous voyez à quel point ils connaissaient le mécanisme qui fait pleuvoir dans les forêts qu'on a découvert, nous, que très récemment, ils étaient capables de vous désigner le nom des essences des arbres qui produisent le plus d'air au sol, sans lesquels la condensation, justement, de ce que la forêt restitue sous forme d'évapotranspiration, et c'est pourquoi ce sont les forêts qui amènent l'eau jusqu'au cœur des continents, eh bien, ils connaissaient ça sans aucun appareil. De manière générale, toute leur connaissance avait une fin, entretenir le monde qui leur permettait de vivre et vivre en harmonie avec le monde qui leur permettait de vivre. Ça serait intéressant de s'interroger à nouveau sur les fins, et la robustesse serait une manière de concevoir cette finalité supérieure. Voilà, merci de votre attention. Merci Dominique. Vous nous avez fait voyager au travers de diverses époques et de diverses sources philosophiques. Moi, j'ai une question qui résonne par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est la lumière est crue, là, hein, par rapport au moment qu'on traverse. C'est raide. C'est raide. Comment est-ce qu'on garde de la joie? Sacrée question. Alors, en passant pas toute sa journée à contempler l'état du monde. Ça, effectivement, si vous voulez, pour nourrir les passions tristes, je pense qu'il n'y a pas mieux. En expérimentant peut-être au Living Lab, par exemple? Bah, disons, moi, je n'ai pas d'autre réponse, si vous voulez, que ce qu'on appelle, alors, entendons-nous bien, on n'est pas obligé de donner un sens religieux, que ce qu'on appelle la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est en fait une question à laquelle chaque société doit répondre. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés, on s'est donné pour objectif une façon de réaliser son humanité. Et vous n'avez pas de société qui ne propose pas aux gens un mode de réalisation du soi. Je parlais tout à l'heure des Amérindiens, c'est clair que pour eux, réaliser son humanité, c'est vivre en harmonie avec les animaux, les plantes et ce qu'ils appellent les esprits. Bon. Si vous allez du côté de l'Iliade, si vous regardez du côté d'un personnage comme Achille, c'est assez rudimentaire.
pour Achille, devenir Achille, c'est péter la gueule à Hector sous les murs de Troie. Bon, ça marche une fois. Bon, après, évidemment, les poètes vont vous chanter ça pendant des siècles, mais c'est un peu sommaire. Si vous allez du côté d'Aristote, c'est beaucoup plus sympa. Aristote dit qu'est-ce qui fait qu'un homme devient un homme? Bien, il développe ce qui est proprement humain. Il y a trois choses qui sont proprement humaines. Il y a la raison spéculative, c'est-à-dire on va la développer par les sciences et la philosophie, on ne faisait pas la différence à l'époque. C'est la raison pratique, c'est-à-dire la raison morale en fait. Et alors là, il était très optimiste, notre premier Aristote, parce que lui pensait que participer à la vie de la cité, ça rendait moral. Si vous allez au Parlement, vous allez peut-être avoir quelques déconvenus. Et puis, troisième chose, c'est mettre en forme sa sensibilité par les arts. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Moi, je vous le dis tout de suite, je suis un aristotélicien sommaire. Ça me comble parfaitement. Mais vous pouvez être bouddhiste, l'éveil, chrétien, le salut. Bon, si vous aviez été nazi ou stalinien, c'était participer à la création de l'homme nouveau. Bon, vu comme ils s'y prenaient, je leur laisse. Mais enfin, c'était leur spiritualité, justement. Et puis aujourd'hui, c'est quoi la spiritualité? Je vous le demande. La nôtre. Oui, ça passe par ça. Mais l'argent est un moyen. Déjà, c'est la possession d'un statut. Alors, je vais vous donner la version très machiste. Hein. C'est la possession d'un statut. Bon, mâle blanc, 70 ans. on est bien, on est tout à fait dans le type. Hein. Donc, le fantasme de ces gens-là, c'était posséder des êtres et des choses. Posséder une belle épouse, de beaux enfants, un beau chien, un poisson rouge magnifique, une piscine, une bagnole, tout ce que vous voulez. C'était ça, c'est le consumérisme. Et pour que le consumérisme fonctionne, il faut consumer la terre et être extractiviste, sinon ça ne marche pas. Donc c'était cette spiritualité-là. Je ne pense plus, qui pense qu'il est heureux en faisant ça, tant pis pour lui. On consomme tous, on continue à consommer, mais plus par inertie qu'en croyant que ça va nous rendre heureux. Donc, voilà, il faut rechercher, et il y a des tâtonnements, il faut essayer, si vous voulez, d'aller de ces côtés-là, de se dire que, on traverse une période très très dure, mais j'espère qu'on ne fait que traverser, et qu'on finira par déboucher sur une planète moins cruelle que celle qu'on est en train de façonner. Et je crois qu'on n'y arrivera pas sans justement trouver un idéal approprié de la réalisation de soi. Donc il y a du boulot, les amis. Ça fait complètement écho à la coopération dont on a parlé tout à l'heure. Ça va avec. Et à l'expérimentation, effectivement, transdisciplinaire avec le laboratoire vivant que met en place l'Institut. Oui, puis de temps en temps, il faut savoir se détacher du monde. C'est la méditation, c'est tout ce que vous voulez, ça peut être la lecture, etc. Et je crois que c'est vraiment très très important de ne pas avoir le nez collé sur un monde horrible. Comment gérer son éco-anxiété, c'est ça? Voilà, moi je la gère comme ça, la mienne, et pourtant je la nourris tous les jours. Hein, bon. Une dernière question avant de passer à la salle, si vous en avez, donc je vous invite à préparer vos questions. J'avais une question concernant quel conseil vous aimeriez donner finalement à un ingénieur justement qui a envie de refondre le progrès, de refondre la finalité du progrès. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Alors, je vais répondre ce qu'un des élèves étudiants ingénieurs que j'avais m'avait dit un jour, c'était à l'UTT. Bon, peut-être il y en a assez pour toi. Et donc, il était en génie, je ne sais plus quoi, mais enfin, ça avait à voir avec l'informatique, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il me disait, voilà, je suis peut-être moins bon que telle ou telle école, il me donnait les noms, mais moi, au moins, je sais quand il y a une technique pour une véritable solution. Et je ne conseillerais pas n'importe quoi aux gens avec qui je travaille. Alors évidemment, c'est le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut vous faire croire que tout est une solution technique, et c'est l'accélérationnisme, etc. Mais en fait, si vous écoutez ces gens-là, on ne sait pas comment on peut les écouter, puisqu'ils nous promettent l'enfer, tout simplement. Ils promettent l'enfer pour les autres, pas tout à fait pour eux, et encore, je ne suis pas sûr, parce que leur solution, c'est quand même de péter la planète, ils le disent. Hein. Quelqu'un comme Musk, il n'a aucun doute. Il va falloir qu'on parte sur Mars.
Évidemment, on ne part pas sur Mars à 8 milliards. On part sur Mars à quelques-uns. Et puis là, le pauvre garçon, il a du boulot. Hein. Parce que vivre sur Mars, ça présuppose qu'on terraforme cette planète, c'est-à-dire qu'on y crée une atmosphère analogue à la nôtre pour ne plus être détruit par le rayonnement cosmique. Et puis pour y faire planter des salades, il vaudrait mieux avoir une atmosphère analogue à la nôtre. Et comme vous le savez, la masse de Mars est trop petite pour y maintenir par gravité une atmosphère. Donc, puis en plus, c'est complètement con de se dire je vais créer la Terre ailleurs parce que je n'arrive plus à la maintenir en vie ici. Il y a un problème logique, moi, ça je ne comprends pas. Comment ça marche dans la tête de cet abruti. Donc voilà, c'est ce genre de gens qu'on écoute aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe dans les milieux industriels. Vous mettez au pouvoir un type qui a 2 ans d'âge mental, c'est Trump. Et aujourd'hui, maintenant, on commence à s'en apercevoir, vu ce qui se passe en Iran. Vous le mettez au pouvoir et vous avez tout un patronat qui suit, qui dit ah non, non, ne vous emmerdez plus avec l'environnement. C'est has-been. Ne vous cassez plus les pieds avec le climat, on va tout résoudre. Enfin, tout ça parce que vous avez un as qui est au pouvoir quelque part. Enfin, c'est hallucinant la façon dont, si vous voulez, on peut comme ça donner le là dans une société. Alors moi, ça me laisse pantois. Je n'arrive pas à comprendre. On pourrait parler des récits et de la manière dont les récits en fait transforment les réalités. Mais je pense qu'on va ouvrir les questions à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un... Je vous laisse le... Merci. Là-haut. Ici. Non, je suis prof, je parle fort. C'était vraiment sur la question des récits que j'avais. Ah, parfait. Les récits qui ont du succès, et qui ont eu du succès, même les modernes, les anciens, etc., et qui viennent maintenant, ils sont quand même assez cons. Est-ce que quand on nous demande à nous d'inventer un nouvel imaginaire, un nouveau récit, on ne cherche pas un truc trop intelligent? Alors, ouais, vous êtes un peu dur. Disons... Oui, je comprends. Sur un plan, vous avez complètement raison. Imaginez qu'on allait créer le paradis sur Terre. Il faut quand même être un peu naze pour croire ce genre de truc. Moi, ni mon père ni mon grand-père ne croyaient ça. Mon grand-père, il avait traversé les tranchées de 14. Je me souviens tout petit ce qu'il me racontait. Je vous assure que ça m'a marqué jusqu'à la fin. Lui, il n'y a jamais cru. Et mon père me racontait des trucs sur Thorez, etc. Il y avait une espèce de vieille méfiance populaire, mais en même temps, quand à un moment donné, j'ai travaillé au comité, pendant un boulot de vacances pendant un mois, je me suis retrouvé à travailler au comité d'entreprise de Renault. Et là, on était début des années 70. Donc c'est plus du tout la même époque. Hein. Et c'était très sympa. Je me souviens toujours du gars qui me chapeautait, qui s'appelait Edmond Braillé. Et j'étais vraiment un vrai vieux communiste à l'ancienne. Hein. Et je n'avais pas envie de le traiter de naze. Et pas du tout. J'étais même assez admiratif. Je n'arrivais pas à avaliser son discours. Mais lui, il croyait vraiment qu'on avait créé un monde merveilleux de l'autre côté du rideau de fer. Il y croyait presque dur comme fer. C'est le cas de le dire. Mais... donc, il y a un mélange, vous voyez, il y a un mélange de raffinement parce que le discours de Bacon, c'est des siècles de culture. Hein, ça commence déjà à la querelle entre Saint-Augustin et Pélage au IVe siècle après Jésus-Christ. Où l'un va inventer le péché originel et non, les humains, c'est pas à force de béats, de bonnes actions qui vont recréer le paradis sur terre. Leur entendement est vicié. Et donc, sans la grâce, ils n'arrivent pas à bien faire. Donc, en fait, si vous voulez, l'humanité et l'anthropisme comme un objet déséquilibré qui tombe toujours au même endroit. Là, paf! Nous, on tombe toujours sur les trucs destructeurs. Et si vous regardez toute l'histoire de la physique, ce qu'en attendait Bacon, et puis finalement, si vous voulez, la preuve de l'excellence de la physique, c'est la bombe thermonucléaire. Ce n'est pas la physique qui a rendu les hommes archi heureux.
Donc, voilà. Et puis, Pélage, au contraire, Pélage, c'est le gars qui croit, il est très sympathique, il dit non, non, les gars, on va y arriver. Hein. Et le paradis, on va vous le faire. Donc, oui, vous avez raison, il y a un côté, à un moment donné, simpliste dans le récit. Il faut qu'il y ait une espèce de rêve, il faut qu'il y ait un truc complètement irréel qui vous tire. Et c'est vrai que pour inventer un nouveau récit, peut-être qu'en le comprenant comme ça, vous avez raison, il faudrait être complètement con. Mais le con, là, il serait bon. Et on en aurait quand même besoin. Donc, vous voyez, donc du coup, il est peut-être pas si con que ça. Ou elle, peu importe. Vraiment, quand on commence à regarder l'humanité du dedans, c'est pire qu'un moteur bidouillé par un mauvais mécanicien. On ne comprend plus où vont les fils, quoi. Et c'est bien le problème. Hein. Moi, après 40 années de philosophie, si on me demande de comprendre, je ne suis pas sûr de comprendre grand-chose. Y a-t-il une autre question dans la salle? Le micro arrive. Merci Dominique. J'ai pris mal, j'ai fait l'UTT. Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait que. Voilà. Plusieurs fois. Voilà, tout à fait. Et du coup, ma réflexion reboucle avec une discussion qu'on avait eue quand tu étais venu au Crédit il y a quelques années. Oui. Moi, dans un sens, je trouve ça assez dur comme discours, dans le sens où on se rend compte que cette aliénation au progrès, ou cette vision, elle remonte à loin, donc 17e, 16e, 17e siècle. Et du coup, elle va perdurer encore longtemps. Donc, finalement, la robustesse, c'est un tout petit caillou. C'est même pas une pierre à l'édifice, c'est un minuscule caillou à l'édifice. Donc, dans un sens, je ne sais pas si c'est partagé, mais en tout cas, la question sur la joie, moi, j'en avais besoin. On ne change pas d'ontologie comme ça. Enfin, en tout cas, de manière de percevoir le monde comme ça. Donc, du coup, j'avais également j'avais une question. On a parlé d'Aristote. Le deuxième point d'Aristote, il me semble que c'était la participation à la vie de la cité. Oui, tout à fait. Si on reboucle avec les transformations industrielles, j'ai du mal à voir aujourd'hui comment on met en débat les choix technologiques, en tout cas la direction technologique que l'on souhaite au sein de notre vie professionnelle. Je pense même dans l'enseignement supérieur, je ne suis pas sûre qu'on débatte beaucoup de pourquoi on choisit telle question de recherche et pourquoi pas une autre. Et j'ai du mal à voir comment on peut le faire. Aujourd'hui, ma réponse aujourd'hui, c'est les conventions citoyennes. C'est pas non plus satisfaisant. Donc, est-ce que tu as une idée là-dessus? Non, mais si, c'est important. Alors, on va se remonter un petit peu le moral. Je crois qu'ils en ont tous besoin. Oui, dans la société d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement positives et qui sont très fortes. Je vais commencer par le truc le plus gros parce qu'il renvoie au fondement et à la base de toutes nos sociétés. C'est-à-dire le fait qu'on ait redécouvert l'agroécologie. Parce que finalement, il y a un truc très bizarre dans l'agriculture. Hein, c'est le fait que les hommes, à un moment donné, aient décidé d'allouer une surface pour produire leur nourriture qu'une seule espèce. Alors qu'ils avaient beau se retourner partout, ils voyaient toujours qu'il y avait plein d'espèces. Et alors, tant que c'était des très petits champs, ce n'était pas gênant parce que l'effet des écosystèmes était là. On peut prendre par exemple notre agriculture à nous, je sais pas, médiévale et tout. Et là, à partir du moment où nos surfaces ont augmenté, eh bien, on ne peut plus se passer d'intrants, on ne peut plus se passer d'engrais. Alors, il y avait toujours des engrais, même dans la permaculture, il y a une forme d'engrais, mais on ne peut pas se passer entre guillemets, de chimie parce qu'on a totalement tout déséquilibré et nos champs sont des espèces d'artefacts extrêmement fragiles et pour qu'ils nous nourrissent, il faut péter tout ce qui est autour, à commencer par la faune des sols. Or, on a réinventé, je dis bien réinventé, l'agroécologie, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur le principe propre aux écosystèmes, c'est-à-dire la complémentarité des différentes espèces dans un écosystème et de produire notre nourriture. Si on regarde, moi c'est un exemple que j'aime toujours donner, c'est la mille-pas. Qui connaît la mille-pas dans cette salle? Waouh!
Génial. La milpa, c'est ce que les femmes mixtèques, les mixtèques sont un peuple qui ont vécu avec les Aztèques, ça ne doit pas être très facile, c'était pas très tendre les Aztèques, mais les femmes créaient derrière la maison une butte, comme l'a appris bien plus tard la permaculture, et ça a au moins 2000 ans. Elles y plantaient différentes graminées de différentes espèces, des légumineuses de différentes espèces, des arbres fruitiers de différentes espèces, et s'arrangeait pour qu'il y ait des animaux à proximité qui puissent amender la butte, et ça permettait de nourrir toute la maisonnée. Et donc, en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Et quand Mollison et Holmgren inventent la permaculture, il s'inspire énormément des aborigènes. Bon, donc, et si je parle d'agriculture, c'est vraiment important parce que l'agriculture, c'est le néolithique et c'est le moment où on commence ça a toujours existé, mais on commence à voir se durcir 3 dominations. Alors, domination de la nature par les hommes via l'agriculture, domination d'un genre sur l'autre avec le patriarcat. Alors, ça n'a jamais été égal avant, mais ça s'est énormément durci. Et alors ça, en revanche, c'est plutôt pas totalement apparu, mais de façon permanente, oui, sans doute apparu avec le néolithique, et pas tout de suite. Le néolithique, c'est des milliers d'années. Hein. Au début, c'est plutôt des communautés agraires, et à la fin, vous aurez des empires agraires, esclavagistes. Voilà. Mais donc, la domination des riches sur les pauvres. En fait, apparemment, c'est le cas de beaucoup de sociétés néolithiques au début, mais avant, s'il y a, d'après ce qu'on arrive à savoir, c'est très compliqué, mais s'il y a hiérarchie, elles sont temporaires, mais le fond de la vie, c'est plutôt des petits groupes non hiérarchiques. Et les communautés agraires du début du néolithique ne sont pas hiérarchiques, et même dans la civilisation du Rubané, vous avez des villes entières, vous avez jusqu'à 5000 habitants, et vous regardez, toutes les maisons sont identiques, il n'y a pas de forteresse, il n'y a pas de place forte, il n'y a pas de château, il n'y a pas de mairie. C'est 5000 habitants qui sont gérés de façon totalement horizontale. Intéressant. Donc, en fait, on a pris une bifurcation à un moment donné qui nous a orientés vers un surcroît de domination. Et ce dont on rêve à un moment donné, et ce dont rêve Marx, c'est précisément de se retirer de ça. Bon, ça a échoué, mais je trouve que le rêve vaut toujours la peine d'être maintenu, mais il faut qu'il soit repensé. Et quand on voit justement aujourd'hui tout ce qui se passe dans la manière de défaire la relation traditionnelle entre les genres, etc., il y a plein de choses dans la société qui sont des choses très positives, qui avancent vers un monde plus intéressant. Mais elles sont très minoritaires, elles sont enfouies sous le reste, mais n'empêche qu'elles sont là. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas à désespérer de l'humanité. Il y a à essayer, chacun à sa manière, d'avancer vers un monde meilleur. On n'a rien d'autre de mieux à faire et à ne pas se laisser avoir par les monstres. Parce que les monstres, si vous les aimez, ça ne les empêche pas de vous bouffer. Donc, vous n'avez aucun intérêt à les aimer. Une dernière question dans le public ? Je crois qu'elle est juste ici. J'avais une question, parce que c'est pour rebondir aussi à la robustesse de ce matin de Lumièrement. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps où il prenait justement par rapport à l'idéologie de lumière noire, etc., à l'inverse de se dire, en fait, finalement, les lumières, ça a été intéressant pour s'éloigner de l'obscurantisme, etc. Mais peut-être qu'ils sont aussi responsables de ce progrès, cette innovation qui nous amène au consumérisme aujourd'hui. Peut-être, c'est une des théories. Et du coup, de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de nouvelles lumières ? Et dans ces nouvelles lumières, par exemple, la robustesse, mais aussi... Là, Edgar Morin qui est décédé il n'y a pas longtemps, on peut le mettre aussi dedans, de se dire qu'on a besoin de penseurs qui repensent aussi un monde un peu avec des nouvelles lumières, aussi un peu faites sur les idées. Et en fait, si j'ai une vision optimiste de ça, de me dire, est-ce qu'on n'est pas déjà en fait, dans ces nouvelles lumières ? Enfin, c'est ce que dit un petit peu Olivier Armand quand il dit en fait, on regarde des fois trop le centre, et en fait, le centre est déjà obsolète, et le centre, c'est les meutes, etc. Et il faut regarder les marges, où il y a l'agroécologie, etc., où c'est déjà là. Et avec une petite phrase de Damasio que j'aime bien comme écrivain, qui dit justement que en fait, c'est un peu comme une vague et le ressac, et que le ressac fait beaucoup de bruit, donc c'est les Trump, le Musk et tout ça. Mais la vague de fond, c'est justement une société plus féministe, plus écologique, plus transformatrice, etc. Moi, je crois plutôt à ça. Mais je pense que... Enfin, j'ai commencé avec ces projections d'économistes, mais... Et puis demain, je remettrai une couche avec les limites planétaires. Je n'ai pas le choix, puisque c'est vraiment
le sujet, mais je pense qu'on va quand même au-devant de difficultés. Et je pense que ces difficultés vont faire chuter ce système, que précisément il n'a aucune robustesse, pour reprendre le mot d'Olivier. Et que là où est l'avenir, c'est pas du tout dans ce monde-là, vraiment pas. Alors il ne faudrait pas qu'il le détruise. Mais je vois aucun avenir dans ce monde, quoi. Et on est quand même, si vous voulez, on est allé très loin dans la négativité, dans la destructivité. Et je pense qu'en quelque sorte, on est vraiment allé au bout et que l'horizon laisse poindre autre chose. Et effectivement, il y a tous les ingrédients dans la société d'aujourd'hui. Ils sont tous là. C'est-à-dire que si ce qui est aux marges était développé, si ce qui est aux marges aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, de tous les mots que vous avez employés, devenaient les ressorts de la société, on n'aurait pas le paradis sur Terre, mais on aurait un monde beaucoup moins violent. Et ne serait-ce déjà contre nous et au dehors de nous. Et c'est quand même ce vers quoi il faut aller, je n'ai pas tellement de doute là-dessus. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a encore des mains qui se lèvent. Ah, encore une question. Merci Dominique, je ne l'avais pas vu. Bonsoir. Moi, ce qui m'interpelle dans tout ce qu'on voit là, c'est Merci Solène. c'est l'inexistence de réflexion sur les émotions, sur ce qui fait les êtres humains, l'amour, le soin et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé que vous parliez des dominations à la fin, c'est que peut-être que tout ça, peut-être qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte que on aura beau avoir autant d'outils qu'on veut, en fait ça ne va pas nous rendre plus heureux, ça va juste permettre la domination des uns sur les autres. Et je n'ai pas tellement de questions ou quoi, mais juste cette remarque-là de en fait ce qui fait qu'on est profondément humain, c'est l'abondance d'interaction et qu'un monde serait peut-être meilleur avec plus d'amour, plus de soins et de confiance les uns dans les autres, et que oui, peut-être qu'aujourd'hui on a essoré l'éponge tellement fort que on voit plus de perspective. Enfin, moi, c'est un peu ma note positive avec tout ça. Ah, mais je la partage absolument. Hein. Je voulais faire l'histoire de l'idée de progrès, donc je n'avais pas le choix, il fallait bien que je vous raconte ce qui s'est fait. Mais c'est pour ça que j'ai voulu terminer sur le paradigme du soin. Et on voit justement certaines formes de savoir aujourd'hui. Alors, on ne va pas devenir des Amérindiens, et puis eux, quand on leur demande comment ils arrivent à savoir ce qu'ils savent, ils vous disent les dieux, donc nous, ça n'a pas beaucoup nous aider. Hein. Mais en revanche, cette orientation où le savoir doit permettre de soigner le monde et de soigner autrui, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Et franchement, la planète, elle a énormément besoin de soins. Le problème, ce n'est pas d'aller sur Mars, c'est de la faire revivre. Et il y a des choses qui existent même dans des conventions internationales. Hein. Vous prenez la convention dont le protocole a été déterminé en mars 2023, c'était la COP15 biodiversité de Kunming-Montréal, l'idée de placer 30% des surfaces végétalisables en protection, dont 10% en protection forte, c'est un texte international. Donc même dans des choses comme ça, il y a déjà un bout du monde de demain. Et là, aujourd'hui, on a une espèce de réaction des monstres pour nous interdire d'accéder à ce monde de demain, pour essayer de faire durer au maximum le monde d'aujourd'hui. Et pour le faire durer, il ne peut durer que si on le caricature. Et je trouve que l'expression « Dark Enlightenment » est intéressante parce que vous aviez raison tout à l'heure. C'est évidemment aussi les lumières qui nous ont conduits à cette valorisation de la domination de la nature. Donc c'est bien les lumières qu'il faut repenser complètement. Il ne suffit pas de revenir aux lumières d'avant, ça serait ridicule. Il faut refondre tout ça. Et pour refondre tout ça, il faut revenir à ce jeu des dominations qui se construit durant les millénaires du néolithique. Ça, moi, j'en suis complètement persuadé. Et c'est un travail qui commence à se faire. Et en parlant de la robustesse, c'est un des pans qu'on travaille dans cette direction-là.
Cela ouvre de nombreuses discussions pour la suite des événements. Je crois que vous êtes conviés, mais Tatiana prendra la parole pour expliquer comment tout ça va se passer. Je vous remercie beaucoup de votre présence ici. Merci encore à Damien pour... Merci.